cancer du sein et qui a donc été amputé des deux seins et qui a utilisé le tatouage pour embellir sa poitrine. Alors Eric est une personne trans, mais j'ai pris cette photo parce que je la trouve très intéressante, parce qu'en même temps, je travaille sur des femmes qui ont été amputées d'un ou de deux seins en raison de cancer et qui utilisent le tatouage comme élément de construction d'une apparence qui leur est à nouveau acceptable, en tout cas d'un corps qu'elles disent à nouveau aimer. En haut à gauche, vous avez Sampa von Cyborg, qui est un Finlandais. Notre collègue finlandaise est partie, parce qu'elle le connaissait. Je ne sais pas, en tout cas, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui très actif dans ce qu'on appelle les body modes, c'est-à-dire les modifications corporelles de l'apparence de type invasif, et qui va, par exemple, là, ici, qui est en train d'implanter, de poser des implants sur quelqu'un, des implants, alors peut-être pas du type de celui qu'il porte lui-même sur le crâne, en tout cas des implants sur le crâne. En bas à gauche, vous avez donc Buck Angel, haute trans, alors c'est intéressant parce que Buck Angel est un homme trans qui est aussi opéré, alors vous ne le voyez pas, on peut peut-être de près, en tout cas on voit les cicatrices, les cicatrices liées à l'ablation des seins, mais c'est quelqu'un qui est devenu homme, avec prise de testostérone, musculation, tatouage, et qui joue sur une masculinité, et qui est aujourd'hui, qui se présente comme 30 pas. Alors 30 pas, vous savez, quand on dit grand-pa, grande-ma, les abréviations grand-père, grand-mère, 30 pas, c'est le grand-père trans, en fait. C'est le grand-père trans de la communauté trans mondiale, nord-américaine, il est américain, mais il est quelqu'un de très connu. Et il est connu également par rapport au fait que c'est quelqu'un qui n'a pas été opéré, et qui joue dans les films porno. En tout cas, il a une carrière d'acteur porno ou d'actrice porno parce qu'il joue dans les films porno en tant qu'homme mais avec un sexe de femme. Vous voyez, c'est très troublant en fait en termes d'identité, de représentation. Et puis vous avez en bas à droite, alors Émeric n'est pas là, il est parti, on a parlé tout à l'heure de la technologie dans les films, mais on a en bas à droite, vous avez quelqu'un, alors je ne sais pas si ça sort bien, vous voyez, il a les yeux bleu pâle, vous voyez les yeux légèrement bleu pâli. C'est Shannon Narat, un Canadien mort en 2013, qui est mort peu de temps d'ailleurs avant une rencontre qu'on a faite avec Bernard. Il s'est suicidé, il était porteur d'une maladie dégénérescente et peu de temps avant de mettre fin à ses jours, il était relativement satisfait d'avoir enfin pu obtenir les yeux qu'il imaginait depuis son adolescence après avoir lu l'ouvrage de Frank Herbert, Dune, le roman de Frank Herbert, Dune. Je ne sais pas si vous connaissez. Qui ne connaît pas Dune? Bernard? Alors Dune, c'est un roman de science-fiction qui se passe sur une planète qui est une planète désertique, une planète des sables, sur laquelle, pour survivre, les indigènes s'appellent les Fremen, et ils se nourrissent de l'épice, qui fait la richesse de l'île, et l'épice qui leur teinte les yeux en bleu pâle, comme ça. Et donc, là, on a quelque chose qui est en lien direct entre les représentations imaginaires et la volonté de transformer son propre corps, de se construire, en fait, en lien avec quelque chose qui nous a nourris depuis l'enfance, donc en tout cas depuis l'adolescence, du point de vue imaginaire. Alors du coup, le rapport avec les innovations corporelles, eh bien, je vais essayer de le présenter à partir de quelques éléments, pas des tonnes. Là, je m'appuie sur ce qu'a fait Gaglio en matière de sociologie de l'innovation. D'abord, en parlant d'innovation de rupture. Des innovations qui font que, après ça, rien n'est plus comme avant. Par exemple, l'autoroute, le téléphone, Internet. Il y a avant et après Internet. Il y a avant et après le téléphone mobile. Quand on parle aujourd'hui à nos étudiants, des fois on leur dit des choses, mais ils n'imaginent pas qu'il n'y avait pas Internet. Ah bon, on allait à la bibliothèque chercher des livres. Enfin, c'était avant. Et puis, ces innovations, parmi elles, il y a des innovations qui sont plus ou moins importantes. Et les innovations majeures, elles vont transformer les usages. Et en transformant les usages, elles ouvrent des perspectives nouvelles. Et il y a une sorte d'interaction qui se fait entre ce que ça ouvre comme perspective, les nouveaux usages que ça produit, et en même temps les demandes nouvelles que ça produit, que ça génère, qui n'étaient pas pensables quelques années auparavant. Et en fait, en matière de corps, alors je suis allé trop vite, en matière de corps, ce qui m'intéresse, c'est donc de voir avec vous, est-ce qu'on peut identifier des innovations de ce type, et en quoi elles participent à la construction de soi. Alors, j'ai moins
je vous le dis tout de suite, hein, j'ai moins développé l'aspect construction de soi parce que c'est plus sur l'écriture et je l'ai moins développé sur le diaporama et je vais plus présenter les innovations, mais on peut bien sûr ensuite en discuter. Et ce travail, pour répondre à ces questions, j'adopte 3 axes. Un axe historique, qui est lié à la genèse, qui est lié aux grandes tendances sociales de nos sociétés. Quand je dis nos sociétés, c'est les sociétés contemporaines occidentales. Un axe anthropologique sur la manière dont les humains transforment leur corps, justement. Et puis un axe épistémologique lié au savoir, à la façon dont ce type d'innovation va générer de nouveaux savoirs ou va peut-être se réapproprier des savoirs qui existent, mais pour en faire autre chose que ce qui est légitime. Par rapport à ce qu'on a vu depuis mercredi, même si j'étais pas là hier, je sais bien faire ce que j'ai fait mercredi, je donne juste un élément. Il y a eu en matière d'éducation corporelle des innovations majeures qui font qu'effectivement il y a eu avant et après. Et on en a parlé. Le fait par exemple, l'idée de transformer les corps par l'exercice à partir, alors il y a 2 choses, voilà, je sais plus où j'en suis, voilà. Les gymnastiques qui se sont générées au XIXe siècle et qui vont intégrer une certaine manière de transformer le corps et donc les mentalités, le caractère, etc. à partir d'une démarche très rationnelle qui repose sur des savoirs anatomiques, physiologiques, etc. C'est une innovation. Ça existait avant. Alors l'innovation c'est ça aussi, c'est pas une invention. Ça existe, mais ça va prendre une certaine ampleur, ça va se diffuser, puis ça va se stabiliser. Et dans les gymnastiques du XIXe siècle, on peut faire une interprétation. Alors je parle devant Eric par exemple qui a travaillé sur les salles de mise en forme, le bodybuilding, mais on peut imaginer que cette dimension très rationnelle de transformation de soi, on la retrouve encore aujourd'hui sous d'autres formes, mais elle s'est stabilisée, elle s'est diversifiée, cette manière de travailler le corps, et elle traduit quand même une innovation en matière de... alors quand je dis éducation, c'est par rapport au niveau scolaire, au niveau des enfants, mais c'est aussi lié aux socialisations par l'habitus corporel. Et puis bien sûr, autre innovation remarquable, les sports. C'est qu'on a parlé des sports pas mal, mais avant les sports, il y avait quoi? Il y avait plein de pratiques, il y avait plein d'exercices, mais la façon dont les sports se sont institués, se sont structurés, et surtout se sont construits comme un élément quasiment incontournable de la vie sociale, c'est quelque chose qui relève de l'innovation, notamment en lien avec la formation morale. Et alors, au moment où je faisais ce diaporama, je me faisais dans le même temps, pas harceler, mais interpeller sur Twitter par des gens qui ne comprenaient pas un petit message de 140 signes que j'avais produit sur le fait que je me demandais pourquoi, alors je vous le demande, peut-être vous aurez la réponse, pourquoi la conférence des directeurs du FR STAPS, donc la conférence des directeurs des facultés des sports, s'étaient tous unis pour soutenir Paris 2024, donc les Jeux Olympiques. Et je me demandais quelle est la pertinence pour des universitaires de soutenir une opération privée et d'entraîner avec eux les formations, les étudiants et toutes les activités. Je posais juste une question et là je me suis fait rentrer dedans. Et je me dis finalement, l'innovation sportive est tellement forte, tellement pertinente, tellement géniale en termes d'association des individus qu'on ne peut même plus penser au fait qu'on pourrait peut-être penser autrement que par les Jeux Olympiques, etc. Et puis on a vu quelques innovations aussi autour, par exemple, du rapport à la nature. Là aussi, comment on fait les colonies de vacances? C'est les colonies, je ne sais pas où il est, les colonies de vacances au Brésil. On a Baden-Powell avec le scoutisme, on a Hébert. Comment finalement on va chercher à faire des choses nouvelles qui vont avoir un meilleur impact sur la santé, sur l'éducation de la jeunesse. Et puis l'innovation, je l'aborde aussi, alors pas dans l'éducation, mais au niveau social. Et là, sur une histoire plus courte, sur une histoire de 40 ans, par exemple, avec le passage des punks, du mouvement punk, de ce moment punk qui naît en 76, 77, 78, jusqu'à nos jours, et qui va générer un certain nombre de transformations. Alors, pourquoi je parle des punks? Parce que je travaille sur les punks en ce moment. Là, vous avez Ron Athey, alors qui est jeune, mais je prends déjà quelques éléments. Par exemple, vous voyez le piercing à l'oreille et au nez, et le fait de relier le nez et l'oreille par une petite chaînette, le fait d'avoir des tatouages sur les mains, on verra tout à l'heure ce que ça implique. Ron, on ne le voit pas là, mais il a également une araignée noire tatouée sur le crâne. Bon. Donc tout ça, c'est des éléments que je vais discuter, notamment maintenant à partir de ce qui se fait sur le corps en matière de transformation, sachant qu'une innovation n'est ni une découverte, ni une invention.
on ne découvre pas le tatouage, on ne découvre pas le piercing, on ne découvre pas les scarifications aujourd'hui. Les Occidentaux n'ont pas découvert ces pratiques, ils ne les ont pas inventées. En revanche, ils en ont fait quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre qui s'est stabilisé, et en se stabilisant, c'est popularisé, et en se popularisant, c'est aussi diversifié. Sur la tension entre normalisation et transgression. Alors pourquoi je dis que ce n'est pas une découverte ni une invention? Vous allez voir juste après une photo prise par Stanley Kubrick, le réalisateur, dans les années 50, où on voit quand même quelqu'un qui est très lourdement tatoué et très lourdement percé. C'est pas en 2010, dans des niches de bodemodeurs, c'est en 1960, 57 je crois, et c'est quelqu'un en fait qui est dans le spectacle, qui est dans le cirque. C'est quelqu'un qui a construit un corps de spectacle, de mise en scène de soi. Et vous voyez quand même les piercings sur les tétons, voilà, c'est quand même, on n'a pas attendu les actrices porno des années 90 à Los Angeles pour se percer les seins. On a donc des pratiques qui existent. En revanche, l'innovation, ça va nous permettre de passer à autre chose en termes de diffusion et de popularisation. Donc mon exposé là, qui se poursuit, il va se centrer maintenant sur les body mods. Les body mods qui est une contraction de body modifications. Body modifications, donc les modifications du corps avec ce double sens du mot mode. Ça peut être à la fois les modifications contractées, mais la mode au sens les modes de transformation du corps. Alors c'est récent mais durable. C'est récent dans la mesure où si on prend le piercing, la toute première boutique de piercing au monde a été créée en 1975 à Los Angeles, donc il y a 40 ans. 40 ans c'est beaucoup pour les gens qui ont 20 ans, mais pour les gens qui ont notre âge, disons les gens qui ont une certaine maturité comme nous, c'est pas grand chose, 40 ans. On existait déjà en fait. Mais oui, c'est rien à l'échelle d'une société, 40 ans. Or, tous les jeunes qu'on a chez nous, les étudiants, quand on leur parle de piercing, ils sont nés, ils ont toujours connu du piercing. Comme ils ont toujours connu Internet et le téléphone portable. Mais donc, parler de la naissance du piercing il y a seulement 40 ans, c'est quand même important de le rappeler, c'est rien. Et quand je dis 40 ans, c'est à l'échelle mondiale, 1975, première boutique créée dans le monde, à Los Angeles. En France, il faut attendre 20 ans. Les premières boutiques, c'est 94, 95, 96, entre Avignon, Paris, Strasbourg, Caen, Toulouse. Bon, c'est très localisé, mais donc ça fait 20 ans en fait, un peu plus. Je parle de pratiques qui ont à peine 20 ans. C'est pas beaucoup, et pourtant, c'est des pratiques qui ont quand même eu un impact relativement important. Donc ces pratiques, elles vont générer des innovations dans les apparences. Les apparences dont je vais vous parler, elles étaient impensables il y a quelque temps. Innovation dans les procédures, c'est-à-dire qu'on a inventé des façons d'agir sur le corps, donc de transformer le corps, et ce n'est pas les médecins qui ont inventé ça, c'est des acteurs qui ont voulu faire quelque chose avec leur corps, en dehors du champ médical, en dehors du champ légitime d'action sur le corps, parce que vous verrez qu'il y a des pratiques relativement invasives. Et puis innovation dans les objets, les bijoux, les matériaux. Finalement, tout ça, toutes ces innovations, elles contribuent à l'inscription identitaire. Au fait que les individus qui se marquent, qui se transforment, qui jouent sur leur corps, eh bien, ils portent quelque chose qui va avoir du sens pour eux et qui participe de leur identité. Alors, là aussi, on peut jouer. Est-ce qu'on est tatoué ou est-ce qu'on a un tatouage? Est-ce qu'on est percé ou est-ce qu'on a un bijou? Ou est-ce qu'on se perce pour porter un bijou? Mais en même temps, quand on est au contact des personnes qui sont tatouées ou percées, ils vont dire oui, je suis tatoué ou je suis percé. Donc je suis quelque chose. Et ce quelque chose, on peut en discuter, mais en tout cas, ça participe à la construction de soi. Et cette construction de soi, elle se fait d'abord pour soi, enfin d'abord, je ne vais pas mettre de hiérarchie, mais elle se fait pour soi en termes d'affirmation. La plupart des gens que j'ai interrogés le disent que c'est vraiment pour eux, quoi, que ce soit un piercing, un tatouage ou quoi que ce soit d'autre, c'est pour eux. C'est pour eux qu'ils le font, et la plupart disent qu'ils se sentent mieux, ou se sentent plus beaux, ou plus équilibrés, enfin, ils se sentent mieux après, mais aussi pour autrui en termes d'affichage, même si cet aspect, je ne l'ai pas spécifiquement abordé dans cette intervention. L'innovation dans les apparences, on pourrait en faire une cartographie, et c'est là que je reviens au punk. Le punk a popularisé des espaces qui jusque-là étaient vierges ou réservés aux voyous. Par exemple, les mains, le visage, le crâne, des espaces qui étaient, quand je dis aux voyous, c'était les vrais voyous, ceux qu'on ne voyait pas dans la société, les vrais voyous du bagne, ceux qui étaient à Tataouine, ceux qui étaient à Cayenne, ceux qui rentraient, qui sortaient jamais, ou quand ils sortaient, c'était tellement vieux, couverts de tatouages, mais ils n'avaient plus de vie sociale, en dehors du fait que c'était des bagnards, et donc ils étaient marginaux, exclus, etc. Mais aujourd'hui, des choses qu'on peut voir, les mains, le visage, le crâne tatoué, c'est des choses qui, il y a 30-40 ans, sont
imperceptible dans la société. Il y a 30 ans, quand on a un tatouage sur le bras, déjà on est transgressif. Vous voyez, quand on a Coluche, quand on voit le tatouage de Coluche sur la poitrine, le tatouage de Rolling Stone sur le bras, on dit ah, ils ont un tatouage. Et c'est quand même quelque chose de fort. En 30 ans, ça s'est complètement transformé. On peut voir des gens qui ont le visage tatoué, ça ne pose plus de problème. Alors en termes de cartographie, vous voyez, on peut par exemple travailler ses oreilles. Alors 2 exemples. Vous avez bon là des exemples de petites oreilles d'elfe, hein, vous savez, on se taille une petite opération chirurgicale qui consiste à coudre en fait les oreilles pour faire des oreilles d'elfe. Hein. C'est mignon les elfes. Vous avez vu le Seigneur des Anneaux, enfin les elfes ils sont gentils, c'est du côté des bons, c'est pas des méchants, etc. Donc vous voyez, une oreille d'elfe, hein. Et puis vous pouvez bien sûr après jouer, multiplier sur les piercings, les objets qu'on va rentrer. Mais les oreilles, il y a 30 ans, les oreilles, on a une boucle d'oreille, surtout quand on est une fille, on a une fille qui a 2 boucles d'oreilles du même côté et qui a 2 boucles des 2 côtés, ça commence à être transgressé. Il y a 30 ans, vous voyez, je resitue dans l'histoire, dans notre histoire contemporaine. Puis là aujourd'hui, bon, quand on n'a pas 5, 6, 10 boucles d'oreilles à 14 ans, on a raté sa vie, quoi. Un petit peu, c'est... Enfin, je ne sais pas si vous voyez les jeunes, il y a une sorte de... Je ne parle pas de surenchère, parce que surenchère ça fait journalistique et tout de suite j'ai l'impression que je produis un jugement, je ne produis pas de jugement, je constate. Sur les mains, vous voyez, sur les mains, là aussi, c'est des mains de l'année, ça. Hein. C'est des mains de l'année. C'est des mains de l'année avec des choses très différentes. Avec mes amis que je suis sur Instagram qui mettent leur tatouage, leur nouveau tatouage. Alors, par exemple, ça c'est intéressant, celle du milieu. Vous voyez comment, par exemple, aujourd'hui, c'est une photo de 2017, ça. Hein, comment on reprend des dessins qui sont vraiment des dessins du bagne. C'est des dessins du bagne du début du XXe siècle qui aujourd'hui sont utilisés, stylisés et qui prennent un autre sens. C'est plutôt un sens de valorisation, alors qu'à l'époque c'était un sens finalement de marginaux qui se reconnaissaient entre eux et qui se marquant de la sorte, se marquaient également leur coupure avec l'orthodoxie. Et puis, vous voyez, donc des photos avec des... Il peut y avoir des choses, je ne sais pas si vous voyez Al Capone là, en haut, là, il peut y avoir du très beau travail hein, esthétique, enfin, graphique. Et puis des choses, alors là celle-ci, Bernard ce matin a parlé de Ruben Augien, alors c'est à mon tour de faire un hommage à une personne qui est partie cette année. Vous voyez la main blanche au-dessus qui est la main de John, un performeur français qui est mort d'un cancer il y a quelques mois, qui est mort au mois d'avril, donc tout récemment. Et je trouvais cette photo très belle, c'est une dernière photo qui a été prise de lui. En fait, vous voyez, de lui, elle est prise à l'hôpital par son ami qui vient, qui l'accompagne et qui prend une photo de leurs 2 mains serrées alors qu'il est sous perfusion, en train de mourir. Et là, il y a quelque chose qui finalement traduit cette personnalisation. En fait, on voit tout de suite la main de John quand on le connaît, on sait que c'est lui. On sait qu'il va partir. On voit sa peau, vous voyez sa peau complètement blanche liée à la maladie. Et il est là et il se serre la main, et quelque chose de relativement émouvant. J'ai mis la photo comme ça, mais bien sûr par rapport au fait aussi que les 2 mains que vous voyez là, c'est des mains qui sont tatouées depuis des années, qui n'ont rien à voir avec les mains récentes, qui sont là plutôt des mains qui sont liées à la mode. Là, il y a quelque chose qui fait il y a des mains tatouées il y a 10 ans, 20 ans, peut-être 30 ans pour Paul King, qui est la main rose. Alors, en matière d'innovation dans les procédés, il y a quelque chose d'important, il me semble, en 94. 94, qui est ce que j'appelle le temps des implants. Le temps des implants avec l'invention, et ça c'est vraiment quelque chose de nouveau, l'invention des implants, c'est-à-dire le fait de mettre sous la peau des objets. Alors, ou bien complètement sous la peau, les implants subdermiques, ou bien à travers la peau, avec une plaque, et puis des piercings qui vont permettre de visser dans cette plaque un certain nombre d'objets. Vous avez vu tout à l'heure la crête de Steve, hein, c'est ça, c'est une plaque qui est placée sous la peau du crâne, et ensuite il visse ce qu'il veut. Il visse ce qu'il veut. Ce qui fait que dans ces innovations de procédés, on peut faire plein de choses. Et vous voyez que là, vous avez un tatouage sur la main, tatouage noir sur l'avant-bras, et j'ai laissé justement les points posés juste, vous les voyez les points là, juste au-dessus des implants. En fait, il y a une sorte, vous voyez, de jeu entre une forme qui va être inscrite sur la main, et puis une forme qui va être insérée dans l'avant-bras. Une sorte de rappel, hein, en volume et puis à plat. J'ai laissé la cicatrice pour montrer cet aspect justement qui consiste à rentrer dans le corps pour le transformer, en faire quelque chose de désirable. Et tout ce travail,
ces innovations dans les procédés, je ne vais pas développer, il y en a des tonnes, on pourra en parler des heures, mais c'est que ça permet de diversifier et de personnifier le soi. C'est-à-dire que chacun peut, à partir de la grande diversité des techniques, des outils, des procédés, on peut quasiment faire ce qu'on veut. Là, vous avez, des oreilles avec des implants. C'est très fin. Vous n'imaginez pas techniquement comment c'est compliqué. C'est très fin une oreille. Et pour aller implanter quelque chose dans une oreille, c'est tout un travail. Et puis, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que vous voyez peut-être, c'est un peu pâle, mais on voit qu'il y a une cicatrice au bas de l'oreille. C'est vraisemblablement quelqu'un qui avait des oreilles très distendues avec des plugs. Vous voyez, les grosses oreilles. Vous avez peut-être vu déjà des gens qui ont... Mais c'est le travail de construction, déconstruction, reconstruction. En fait, ses oreilles, il en a marre, il enlève, il recoue, et puis il va faire autre chose. Autre chose parce que peut-être qu'il a eu cette idée de mettre des petites billes comme ça dans le haut de l'oreille. Et cette innovation dans les bijoux et les manières de porter, ça permet de faire des choses très différentes. Je reviens sur Steve Edwards qu'on a vu tout à l'heure, pas Steve, Sampa von Cyborg qu'on a vu tout à l'heure. Ces bijoux-là, donc ils sont juste vissés, hein, mais c'est lui qui les a fabriqués. C'est un fabricant, en fait, c'est un fabricant de bijoux. À la fois, il en pose, mais il en fabrique. Donc, il s'est fait, ça n'existe pas dans le commerce. Donc, il a fallu inventer, innover dans la façon de produire des choses qui vont lui permettre de produire l'apparence qu'il a envie de construire. Autre chose dans les innovations, vous avez là Pauli qui porte des bijoux et dans les narines. Il y a des bouteilles. Il y a des bouteilles. Ça veut dire qu'il faut que j'arrête? Vous voyez, par exemple, là, vous avez une façon très originale de porter des petits anneaux. Philippe Renaud et Claude Hertog, vous êtes les bienvenus. Alors, donc vous avez des façons de porter des... Alors, comment c'est possible? Vous allez me dire, comment c'est possible de porter des anneaux sur le nez comme ça? Simplement parce que la personne, à une certaine époque, a porté ce qu'on appelle des plugs, c'est-à-dire des bijoux qui étaient très, très larges, qui ont été placés sur le côté du nez. Il les a retirés, et en les retirant, alors c'est sûr que ça laisse un trou, mais il a utilisé son trou pour faire autre chose, pour produire une apparence qui lui paraissait souhaitable. Et puis, toujours dans les combinaisons de techniques, vous avez là, par exemple, une combinaison entre le tatouage et les implants, puisque vous avez sur cette photo, c'est sur une main en fait, c'est le dessus d'une main, c'est une main tatouée avec donc un tatouage de crâne, et un tatouage de crâne qui a été fait de la même taille qu'un implant de crâne qui a été glissé ensuite et qui correspond exactement à la taille du tatouage. Donc on a fait un tatouage en volume en fait. Vous voyez que là on peut quasiment jouer sur ce qu'on veut. En termes d'innovation et de combinaison, là je prends juste une photo, vous avez une série de photos en haut qui sont un travail d'un Suisse. Les Suisses sont partis, donc je peux dire du mal, Yann Brignac. Yann Brignac qui fait un travail assez intéressant je trouve, puisqu'il fait des scarifications, vous le voyez complètement à droite, c'est douloureux, c'est du sang, la peau a été incisée puis retirée, mais en même temps il place derrière de l'encre, et ça fait des choses une fois cicatrisées qui sont relativement... Ça fait en fait un tatouage en volume. Un tatouage en négatif, je ne sais pas si vous voyez. Et là, vous le voyez, le même Yann Brignac qui a travaillé sur un danseur de Genève, sur sa poitrine. Voilà, on a à la fois, donc, c'est plus seulement du tatouage, c'est une scarification qui va être ancrée de façon à faire ce travail très original de construction de soi. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'espaces de transgression. Le visage et les yeux qui sont quand même des espaces relativement intouchables. Quand un punk se fait un piercing à la joue, au nez, à l'oreille, on se dit c'est des jeunes, ça va leur passer, mais quand on commence à marquer durablement, ça introduit autre chose. Et il y a deux choses qui sont aujourd'hui relativement, je dirais pas banales, en tout cas banales dans ces milieux, mais qui sont des espaces de transgression. D'abord le tatouage facial, et là j'ai pris deux photos. René Eti, vous avez ici, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure avec le petit piercing, donc il était plus jeune. Là, vous voyez, un tatouage facial, qu'est-ce qu'il a sur le visage? Il n'a pas grand-chose. Il a une araignée noire sur le crâne, sur la tempe. Il a deux petites larmes sur les yeux, comme l'ont tous les gangsters de Los Angeles. Il a un petit tatouage sur le menton. Finalement, c'est assez banal. Ça passe. Il n'y en a pas dans la salle, mais...
C'est pas des choses qui vont nous faire monter au plafond. Et puis vous avez ici, à votre droite, Gwendoline, qui est une tatoueuse et une tatouée française. Là aussi, elle a quelques éléments sur le crâne qui sont tatoués. Alors c'est du tatouage. Pourquoi je les montre? Parce qu'il y a en 2000, quand je suis avec eux, par exemple, quand je marche dans les rues avec eux, les gens les regardent avec des yeux comme ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas. 15 ans après, je ne dis pas que c'est banal, mais ça c'est devenu acceptable. Vous avez quelqu'un comme Jean-Luc Vernat qui a fait une exposition remarquable au Magval sur son travail de plasticien, mais aussi son travail de performeur. Vous voyez, Jean-Luc Vernat, il est complètement tatoué. C'est devenu un élément central de son travail d'artiste. Et quand on l'a vu une première fois, on se dit « Ah, il est tatoué sur la tronche, il a les dents métalliques. » Et puis ça passe en fait. C'est-à-dire qu'on arrive à une acceptation de l'impensable d'il y a 20 ans. Mais, vous avez vu la diapo précédente, j'ai mis de transgression à transgression. On arrive en permanence à déplacer la norme. Avec, par exemple, aujourd'hui, des pratiques beaucoup plus percutantes, je dirais. Avec la volonté, par exemple, d'affirmer une manière de se marquer qui est justement, qui n'est pas sur l'esthétique, je dirais, orthodoxe. C'est pas pour faire beau, c'est pas pour faire comme les copines ou les copains, c'est pour faire quelque chose qui nous marque et qui, en nous marquant, nous affiche comme étant quelqu'un de particulier. Et là, cette photo, elle vient d'un courant qui, en plus, au-delà du tatouage de la marque, s'inscrit dans la volonté de remettre la douleur au centre. C'est-à-dire que là, on ne fait pas un tatouage, ça se mérite, un tatouage, c'est pas un truc qu'on fait tranquillement dans ce salon. Un tatouage, ça doit brasser parce que ça laisse une expérience. Et là, vous voyez que alors vous voyez peut-être pas, mais c'est des choses qui sont passées vraiment avec un maximum d'aiguilles sur une succession de passages comme ça, et c'est vraiment une manière de tatouer qui est douloureuse. Alors, j'ai pratiquement terminé, c'est bon, il me reste que 30 diapos. Et là, du coup, le troisième axe, donc j'ai fait un peu de... le troisième axe, c'était sur la question de l'épistémologie des innovations. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans ces innovations? Eh bien, tout d'abord, il y a quelque chose qui vient de la part des acteurs et des actrices. Des gens qui vont inventer les projets, qui vont inventer les perspectives, avec un détournement des savoirs. Par exemple, les implants, la question des implants, qu'ils soient subdermiques ou transdermiques, ça vient d'un détournement du savoir. Alors, Steve Haworth, qui est donc à Phoenix, dans l'Arizona, qui connaît très bien Bernard, qui nous montrera son implant tout à l'heure. Tout à l'heure, alors. Donc, Steve Haworth, qui invente les implants, en fait, il invente ça, mais il détourne un savoir. L'entreprise familiale, l'entreprise Haworth, produit du matériau chirurgical. Ils produisent du matériau chirurgical pour les hôpitaux, pour les cliniques, et lui il se dit mais on doit pouvoir faire autre chose que faire des prothèses de hanches, des prothèses de ceci, des prothèses de cela. Et là, il invente avec son savoir. Vous voyez, il a le savoir. Il a le savoir sur le matériau, il a le savoir sur le corps. Ils vont inventer des choses qui ne servent à rien. Des choses qui n'ont pas d'autre utilité que de répondre à l'envie de se spécifier, de se personnaliser. Et donc, cette production de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures, alors je viens de parler de Steve Haworth, donc et ses implants, on a la même chose aujourd'hui avec ce qu'on appelle l'eyeball tattoo, le fait de tatouer les yeux, ou encore du tongue splitting, le fait de se fendre la langue, par exemple. Comment se construisent ces savoirs? Les médecins ne savent rien là-dessus. Les médecins n'ont aucune connaissance. Les médecins, la seule chose qu'ils font, c'est quand ils voient un œil tatoué, ils disent « Oh, mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Ils voient une langue fendue, ils disent « Ah, il faut la recoudre. » C'est donc des réactions de normalisation, parce qu'il y a aussi une inquiétude face à ce que ça peut produire. Et je dis ça parce que, sur les, vous voyez, c'est drôle, c'est pas drôle du tout, mais sur les deux derniers points, eyeball tattoo et tongue splitting, je suis pour les deux impliqué dans des procès où je dois intervenir en tant que spécialiste de la question, parce qu'une personne qui s'est fait tatouer l'œil et qui a eu des complications, il y a un œdème, etc., et une personne qui s'est fait fendre la langue et qui a eu une infection, poursuivent les gens qui ont fait ça, donc voilà, bon, c'est pas anodin non plus. Et pourquoi je suis interrogé moi? Parce que les médecins ils savent rien dire, les juristes ils savent rien dire, et en fait on connaît pas du tout ces pratiques. Je reviens très vite sur l'eyeball tattoo, donc j'ai dit, voilà, Dune, c'était le film Dune. Alors,
Dune, c'est un film, on fait les yeux des Fremen en bleu, et puis il y a Shannon Narat qui dit bah, voilà, je suis content parce que j'ai enfin réussi à faire exactement le type de bleu que j'imaginais quand je lisais le livre, c'était ça que je voyais. Ça, c'est en 2013, Shannon. On est en 2017, ça fait 4 ans. En 4 ans, je ne sais pas, là aussi je ne peux pas quantifier, mais il y a plusieurs milliers de personnes dans le monde qui se sont tatouées les yeux. Alors, je vais juste faire un petit passage là. Hop. Vous voyez, alors, le tatouage des yeux, mais en fait, en même temps, vous voyez, le rapport entre la fiction et l'imaginaire, la Star Wars, la façon de se... Finalement, je vais m'incarner mes héros, je vais m'incarner les personnages. Et ça, c'est pour nos amis brésiliens, c'est Ana Paula, mon ami de Sao Paulo. Donc, j'ai fait plusieurs photos exprès, hein, parce que bon, je me suis dit quand même, peut-être vous la connaissez, hein, les Brésiliens. Vous ne la connaissez pas? Oui. Tu la connais? Ouais. Donc, c'est quelqu'un voilà, qui travaille bien sûr dans le milieu. Et je trouvais intéressant parce que par exemple, vous voyez là qu'elle a des implants sur le front. Elle a retiré des implants qu'elle avait, des implants transdermiques. On le voit, on a les marques des implants ici. Mais elle a quand même ses yeux qui quand même impliquent quelque chose. C'est pas anodin de se promener avec les yeux tatoués comme ça. Là, par exemple, elle s'est fait retirer ses implants et elle s'est fait implanter un cœur. Vous voyez, avec un petit cœur sur le front. Et là aussi, on voit les petits points. Enfin, ouais, c'est pas grand-chose, hein. C'est juste un petit cœur. Et donc là, voilà, c'était pour vous, avec son ami. Alors, vous voyez, il y a quand même une rupture aussi entre l'ami qui peut sembler plutôt quelqu'un des gangs, etc. Bon. Mais il n'y a pas que ça. Alors pour terminer, ce que je pourrais dire, c'est que tous ces procédés qui ont été inventés, transformés, bidouillés, eh en fait, ils permettent... Aujourd'hui, ils sont là. Aujourd'hui, si vous voulez, vous, devenir ressembler à, je sais pas moi, à Ana Paula, là, en sortant, c'est pas compliqué, vous allez voir un tatoueur, un beau de modeur, et ça va être fait très vite. Le temps de faire les procédures de la cicatrice, mais ça va être fait très vite. En revanche, ces pratiques-là, j'ai parlé tout à l'heure d'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on commence juste à faire des piercings. Il y a 20 ans, on commence à tatouer les mains et les visages. On commence. Et là, aujourd'hui, on arrive à des modèles, enfin, quand je dis des modèles, oui, parce qu'ils se posent comme modèles. Ils se posent comme aboutissement d'un processus, mais ils sont là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des jeunes qui vont très vite avoir le visage tatoué, les yeux tatoués ou des implants, alors qu'ils n'ont aucun tatouage sur le corps. Parce que le modèle est là. Et donc, ils veulent ressembler à... Néanmoins, il y a un processus relativement long. Et là, je prends la progressivité dans la personnalisation des personnes. Alors, là, vous avez quelqu'un qui, dans un premier temps, s'appelle Pauli Unstoppable, c'est son nom de scène, on va dire. C'est la personne qui avait les anneaux dans le nez tout à l'heure. Parce que c'est quelqu'un qui très vite est allé vous voyez, ici, là, enfin, il est allé très vite sur ce qu'on appelle des plugs très larges. Donc, du coup, les plugs très larges, ça laisse des trous quand on les enlève. Sur le nez, dans les joues, etc. Mais il aurait pu se faire recoudre, par exemple. Facile, on met 2 points, on recoud. Il a continué à travailler dessus et à jouer avec. Et en même temps, le processus de transformation de soi s'est prolongé au point qu'aujourd'hui, vous le voyez ici, il vit en femme, il se présente comme femme, et les transformations qui étaient essentiellement les transformations de l'apparence se sont aussi transformées en transformation identitaire. Autre exemple, très récent, c'est un Français qui vit à Berlin. Alors là aussi, quelqu'un qui va très vite transformer son apparence, d'abord avec les oreilles, puis les tatouages sur le visage, les implants. Alors au milieu, vous l'avez, il était à Toulouse, donc à Toulouse quand même, ça marque. Hein, c'est pas... Il est parti à Berlin, et à Berlin, il est allé plus loin dans cette transformation, puisque là, vous avez un tatouage qu'il a fait la semaine dernière, où là, il est dans une démarche, peut-être pas de noircissement, mais comme si finalement, le fait d'avoir quelques tatouages sur le visage et des implants, c'était plus suffisant pour se marquer, pour se personnaliser en fait. Pour terminer quasiment, on ne peut pas penser les innovations en matière de transformation de l'apparence sans penser la diffusion des procédés. Tout à l'heure, j'ai parlé de 94. 94, j'ai parlé de Steve Haworth et de l'invention des implants. En 94, au même moment, se passe quelque chose
de remarquable, c'est que la personne que vous voyez ici avec la petite chemise à carreaux verts, qui est Shannon Larratt, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est celui qui avait les yeux bleus. Shannon Larratt, en 1994, il crée un magazine en ligne, BME, Body Modification Design. Il crée un fanzine en ligne, un e-zine. En 1994, Internet commence. En 1994, lui, il est informaticien, punk, et il lance BME. Et il va rassembler tout ce qui se fait sur le corps, partout dans le monde, entre 1994 et 2000. 2000, qui est la date à laquelle il va lancer un Facebook, en fait. Il lance un réseau social qui s'appelle IAM. Alors pourquoi on n'en parle pas d'IAM? Pourquoi c'est pas Facebook? Pourquoi? Parce que IAM, ça concernait que les bodybuilders, que les tatoueurs, que les perceurs. Pour rentrer dans IAM, il fallait être de la communauté. Mais il avait déjà créé. Donc entre 1994 et 2000, il crée une sorte de communauté qui va pouvoir échanger sur les procédures, sur qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et là, par exemple, vous voyez donc Lucas Spira d'Avignon qui est en train de lui faire des scarifications sur le visage. Lucas Spira qui va devenir mondialement connu à partir de quelques images. Et du coup, la scarification, on en a parlé hier avec les amis africains, ou tout à l'heure à midi, sur les scarifications qui étaient reconnues, enfin en tout cas qu'on considérait pour nous occidentaux comme étant des pratiques traditionnelles qu'on trouvait dans certains espaces, par exemple en Afrique de l'Ouest, etc. Eh bien ça devient de nouvelles techniques de transformation de soi qui vont devenir désirables et qui vont mobiliser des outils comme le scalpel, qui jusqu'à présent étaient des outils essentiellement utilisés dans le champ médical. Mais le scalpel, comme l'aiguille pour le tatouage, et comme le scalpel et l'aiguille vont devenir des outils de transformation de l'apparence occidentale. Au point d'arriver à des choses très... Voilà, vous avez Rolf Buchholz et puis le collègue mexicain face à lui. Alors là, c'est mis en scène, vous voyez, hein, mais là, vous avez, bon, tatouage, piercing et implant. Et pourquoi j'ai mis cette photo? C'est pour aller vers la conclusion. Parce que vous avez là, à votre droite, une des personnes qui aujourd'hui va aller le plus loin possible dans l'innovation de l'apparence au monde. Une personne qui fait des choses que personne n'avait faites avant lui, comme par exemple contribuer à la transformation de Tiamat. Alors vous voyez Tiamat, vous la voyez en femme, vous la voyez sans sa perruque, mais vous voyez quand même que là il y a des modifications assez lourdes, une sorte de combinaison, de combo de l'ensemble. Vous avez des tatouages faciaux, vous avez des eyeball tattoos, vous avez des implants au-dessus du front, sur le front. Vous avez, alors on ne le voit pas, mais elle a 10 implants sur le crâne pour faire vous savez, les crêtes des dragons. Et puis peut-être que vous voyez bien aussi qu'elle n'a plus d'oreilles et qu'elle a le nez qui a été réassigné. Oui, c'est avant, après. C'est-à-dire que ça n'est possible que parce que quelqu'un comme lui est en capacité de combiner une demande de transformation de soi à une procédure qui n'existe pas, encore, puisque suite à l'ablation des oreilles de Tiamat dans les 2 mois qui ont suivi, il y a une seconde opération en Angleterre. Donc vous voyez, il y a aussi la question de l'innovation, de la diffusion se pose. Et voilà, je vous remercie. C'est ma conclusion. Hein, Merci Philippe. Est-ce qu'il y a des... Alors, merci Philippe, parce que nous, avec Petrucha, on voit le progrès par rapport à la conférence de l'année dernière. Et surtout, je voulais te féliciter sur le fait que là, tu nous proposes une problématisation avec, je pense à la deuxième partie, justement, toutes ces intitulés qui posent en fait deux questions assez fondamentales qui renvoient à ce qu'on pourrait appeler, puisque maintenant tu es qualifié dans la 72e section, épistémologie, histoire des sciences et des techniques, qui pose la question de comment établir une chronologie, ce que tu as essayé de faire et tu as pointé les grands événements. Est-ce que ça relève d'une histoire communautaire? Voilà, comment distinguer, parce que tu t'intéresses aussi beaucoup à la question du communautarisme, avec les punks, etc., croiser avec une histoire des techniques et des savoirs, hein, c'est-à-dire que
il serait intéressant justement de creuser cette question-là, peut-être pas de manière macro, hein, mais de manière micro, c'est-à-dire sur quelques personnes que tu as repérées et qui permettrait de montrer comment le savoir se transmet par rapport à ça, puisque finalement il peut y avoir aussi à qualifier non seulement le contenu du savoir, mais comment le savoir a été produit dans la communauté. Donc vraiment, oui. Pardon, mais comme elle est là, comme on est... Bref, bravo pour ta conférence. Et je voulais savoir par rapport à... Tu as parlé de la douleur. Donc, est-ce que tu as quelques données par rapport à des états modifiés aussi de la conscience pendant les procédures, etc. Je voulais savoir. D'abord, pour répondre à Bernard, sur la question de la chronologie, je l'ai, mais très précisément, et à la fois sur les savoirs et sur les techniques, c'est-à-dire que ce qu'il faut voir, 94, donc c'est la création de BME, il y a un élément qui est marquant dans cette chronologie, c'est en 1989 la publication d'un numéro spécial de la revue Research, qui est une revue créée, publiée à San Francisco, qui est une revue américaine, et qui fait une synthèse de ce qui existe sur la côte ouest, donc de San Francisco à Los Angeles, en matière de piercing, de scarification, d'implants, de tatouage. Cette revue, quand elle arrive en 89, il n'y a pas d'internet. Donc quand elle arrive en Europe, à Londres, à Paris, etc., à Berlin, elle met une claque à tout le monde. C'est-à-dire que les gens qui sont là se disent, mais qu'est-ce que c'est que ces gens et qu'est-ce qu'ils font? Donc ça pose tout de suite la question du savoir. Parce que qu'est-ce qu'ils font? On le voit. On voit des gens percés, on voit des gens tatoués d'une manière qu'on ne voit pas chez nous. Sauf les gens qui ont déjà fait des allers-retours. Du coup, la question qui se pose derrière, c'est comment on fait? Comment on fait? Et dans le comment on fait, j'ai effectivement interviewé tous les... Enfin, pas tous, hein, qui sont morts malheureusement, mais les pionniers français. Et tous disent la même chose. Dans les années 93-96, on cherche à voir comment on fait. Et d'abord, comment on fait sur nous. C'est des gens qui ont essayé sur eux. Ils ont essayé de se percer les seins, les sourcils, la langue, etc. Parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Ils allaient dans les surplus médicaux pour récupérer du matériel. Ils allaient sur les encyclopédies médicales dans les facultés de médecine pour voir comment réagissait la peau. Donc ils ont travaillé sur la production de savoir parce qu'il n'y avait pas de données en fait. Et en même temps, très vite, donc là c'est 93, 95, 96, très vite ils sont rattrapés, je dirais, par le savoir médical qui vient les interroger. Parce que les médecins, ils voient bien des gens qui arrivent avec des piercings sur la langue, puis en général, quand ils voient des gens qui arrivent avec un piercing sur la langue, c'est que la langue est enflée, bon. Et ils se demandent ce qu'il faut faire. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, enlevez ça tout de suite. Alors que le perceur va dire, non, vous le gardez parce que justement, s'il y a une infection, on va garder ça, ça fait un drain, ça permet d'évacuer, etc. Donc il y a une confrontation de savoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le ministère de la Santé a créé une commission qui regroupait des perceurs, des acteurs de ces pratiques, avec les médecins des plus grands hôpitaux parisiens. Donc il y a eu comme ça une réflexion sur le savoir, bien sûr. J'ai en tête, j'ai pas parlé du branding. Le branding, c'est le fait de marquer au fer avec le feu. Vous savez comment on marque les veaux dans la région, les courses camarguaises que connaît bien Damien et Sanchou. Donc, quand on marque les veaux, on les attrape, puis on les marque au fer rouge. Là, avec les, bon. Eh bien, je me souviens par exemple d'une interview de Blair en, je sais plus, ça devait être 97, dans la revue In the Flesh, une revue américaine spécialisée sur ces questions. Et Blair disait la question suivante. Il expliquait comment, il ne savait pas comment il avait constitué ce savoir, mais il expliquait comment il allait brûler une peau. Quelqu'un qui veut, par exemple, moi je veux un cœur sur la peau, et ben il va savoir exactement comment il va marquer ma peau en fonction de ce qu'il voit, en fonction de son épaisseur, en fonction de sa finesse. Enfin, il sait, et ce savoir-là, il l'a plus que les dermatologues. Voilà. Donc, je ne sais pas sur le savoir. Donc cette chronologie, je l'ai faite. Sur les techniques, je l'ai aussi en tête parce oui, par la pratique, sur eux-mêmes, en plus, et puis sur une sorte d'échange et de communauté, parce que comme tu l'as dit, il y a bien une communauté, en tout cas, quand je parlais de la communauté des body modeurs, etc., entre 94 et 2000, c'est vraiment une communauté qui, par ailleurs, regrette beaucoup l'après 2000. Pourquoi? Parce que l'après 2000, c'est l'Internet qui s'ouvre,
qui se popularise, et tout d'un coup, tout circule, et tout le monde a accès à tout. Et les procès, en tout cas le procès de l'eyeball tattoo sur lequel je suis, c'est quelqu'un qui a tatoué un œil, quelqu'un qui s'est, on va dire, auto-institué spécialiste en l'espace de quelques mois. Il a vu des vidéos sur YouTube, il est passé sur une chaîne de télévision avec C'est mon choix, et il est devenu une star. Et il s'est mis à piquer des yeux, sauf qu'il ne savait pas faire. Donc ça c'est, toi en termes de savoir, c'est la transformation bien du sûr. savoir-faire, hein, c'est comme le savoir artisanal par rapport au savoir. Le savoir artisanal, l'artisan il est formé, il apprend un certain nombre de choses, de procédures par une filiation, et là, par l'internet, on a l'impression qu'on sait tout de suite faire quelque chose. À la rigueur, je peux faire une opération de n'importe quoi si je veux, sauf que c'est pas possible. Et pour ta question sur la douleur, la douleur est là, mais la douleur elle est là à la fois dans les représentations et dans les actes. C'est-à-dire que dans les actes, elle prend le sens que va lui donner l'acte. Si je vais me faire tatouer et que je sais que je vais passer 6 heures, je sais que ça va être douloureux, ça va dire, mais c'est un élément important de l'acte. Par exemple, le fait de dire tu arrives avec un dos tatoué, on sait par où tu es passé. Il y a une sorte de reconnaissance entre ceux qui ont un dos tatoué et puis ceux qui ont un petit flash sur l'avant-bras. On est tatoué les deux, mais ce n'est pas les mêmes. Et après, la douleur, c'est quand même important parce qu'il y a un jeu sur la douleur. Le but, c'est pas de faire mal aux gens. Et il y a un jeu qui est aux limites des techniques, et aux limites du savoir, et aux limites de la loi. Par exemple, le fait de pouvoir utiliser des patchs antidouleurs. Ou le fait de pouvoir faire une piqûre de lidocaïne, je crois que c'est. Tu fais une piqûre, tu n'as pas le droit. Tu l'as fait. Parce que tu arrives à en trouver sur Internet. Et ça, c'est aux limites. S'il y a un problème, la personne fait un arrêt cardiaque, c'est toi qui es responsable. Mais c'est un jeu qui va se faire avec les personnes. Et pour les implants, par exemple, les implants sur le crâne, on t'ouvre, on ne trouve pas beaucoup, parce que la peau est très souple. Donc on te fait une petite incision, on te glisse quelque chose, on te recoupe. Il y a des gens pour qui ça ne pose pas de problème. Il y a des gens qui vont discuter. Tu leur fais les implants, ils discutent avec toi, ça va, vous n'avez pas de problème. Puis il y en a d'autres qui vont dire non, moi je veux rien sentir. Donc c'est lié aussi à la façon dont les personnes. Et dans le procès sur les langues, la langue fendue, qui devait se tenir à Lyon, puis c'est reporté lundi, puis ça a été reporté au 7 mai 2018, vous voyez la justice, l'engorgement des tribunaux. Donc la personne est poursuivie pour ça, pour exercice illégal de la médecine, parce qu'elle a fendu une langue. C'est pas parce qu'elle a fendu une langue. C'est parce que la personne qui porte plainte parce qu'on lui a fendu la langue à sa demande, c'est ça, hein, c'est elle a demandé à ce qu'on lui fende la langue, on lui fend, puis elle porte plainte. Elle a porté plainte au début pour coups et blessures, c'est pas recevable. Et finalement, elle est poursuivie pour, l'acteur, l'artisan de la chair est poursuivi pour exercice illégal de la médecine. La médecine, elle ne fend pas des langues. On verra ce que dira le juge, hein, mais la médecine ne fait pas bien. Sauf qu'il joue sur le fait qu'il a utilisé des patchs antidouleurs. Et c'est pas lui qui les a utilisés. C'est la personne qui est venue avec ses patchs. Parce qu'elle ne voulait pas avoir mal. Elle ne voulait pas, quand on lui coupe la langue, que ça lui fasse mal. Donc elle s'est mis un truc pris en pharmacie, quoi. Donc elle joue là-dessus. Et après, l'autre point, j'en ai pas parlé, pour moi c'était un point important dans l'innovation, c'est que le temps des implants, c'est une rupture. Le tatouage, c'est cutané. Le piercing, tu perces, tu mets un bijou. En revanche, l'implant, il y a une rupture dans la mesure où tu incises et tu recoupes. Tu incises et tu recoupes. Tu fais des points en fait. Et là, tu passes à un autre cap en termes de technique. Tu as un savoir médical. Et je ne sais pas si vous avez vu l'oreille qui était recousue, mais aujourd'hui, les gens qui font ce que j'ai montré font plus de procédures de reconstruction que de destruction. Personne qui a dit ça, mais j'anticipais. Plus de procédures de reconstruction que de procédures de transformation en fait. Pourquoi? Les gens qui ont des... Faut que j'arrête, Eric? En fait, parce qu'ils ont cette technique, ils ont cette capacité à refaire des oreilles nickel, que ne sont pas capables de faire les chirurgiens qui vont être plutôt sur une procédure de normalisation de l'apparence. Et là, on arrive vraiment, je ne sais pas, c'était pas l'objet d'aujourd'hui, on arrive quand on voit des oreilles qui ont été reconstruites par des gens comme Yann, comme Sampa von Cyborg, que vous avez vu avec ses implants, ils font des choses mais remarquables, avec un savoir-faire que n'ont pas les chirurgiens. Le travail de la couture, le travail de la cicatrice est remarquable. Okay. Merci Eric. Merci Philippe.